Laurent Roland Toninkès, bonjour. Ahmed Aripa, bonjour, bonjour à mes téléspectateurs et internautes. Bienvenue à vous. Merci. On démarre par un tout premier quotidien ce matin, à la une du quotidien La Loupe, beaucoup d'informations. Il s'agit de l'annonce de la revalorisation des salaires au Bénin, par exemple. La grande annonce retardée pour contrainte d'agenda. On parle aussi des boulangers qui font cas de la menace de disparition du pain au Bénin. Statut TOFA premier, autant de titres. Lequel vous intéresse parmi tous ceux-là? Je crois qu'il faut parler du pain, bien évidemment, D'accord. parce que c'est vrai que statut, c'est aussi pour une image de notre pays, tout ça vêtu et Toufa Premier qui se réhabilite. C'est une bonne image qu'on veut mettre en place parce qu'en réalité, quand vous regardez l'état dans lequel, en tout cas tel que la statue du Vous ne Sylvêtu direz pas le contraire, évidemment. oui, la statue Sylvêtu se présentait à l'ADA, bien Bon, on ne évidemment. donnera pas les détails, mais bon, on Bien comprend. évidemment, quand on prend la statue Il s'agit de l'intérêt national, Non, au-delà de celui du Canada. Mais bon. Et quand on parle aussi de la statue de Toufa Premier à Porte-Nouveau, bien évidemment, je crois qu'il fallait revoir ces images-là. La preuve, quand on a fait la statue de Bioguera vers l'aéroport, ceux du parcours ont senti la nécessité d'aller améliorer en tout cas cette image-là, bien évidemment de Bioguera. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, parlant du Bénin touristique développé, et parlant de l'histoire de l'esclavage au Bénin dans une certaine mesure, et connaissant l'histoire de Toussaint Louverture par rapport à Haïti, qui a des liens, en tout cas, avec le Bénin, bien évidemment, ceci est bien que ce soit une bonne image qui représente. Moi, je crois qu'il faut encourager le gouvernement en la matière. Ça va beaucoup plus accroître le nombre de touristes en direction vers le Bénin. Et bien évidemment, ça va participer au développement des activités autour du tourisme béninois. Alors, donc, quand on finit ça, oui, c'est vrai que quand les touristes viendront au Bénin, ils mangeront du pain. Bien sûr. Bien évidemment. Et donc, il faut manger du pain. Il faut manger du pain, du poisson, vous aimez aussi en consommer, justement. Non, je ne suis pas. Pour ceux qui me connaissent, je ne prends pas autant de pain dans ma vie. Parce que je me rappelle qu'au détour de notre fête d'actualité, rattaché toujours donc au pain en République du Bénin, vous proposiez aux amis téléspectateurs, par exemple, de s'acheter de quoi peser le poids justement du pain. Non, mais ça c'est pour aider. Et vous nous aviez confié à l'époque que vous l'aviez déjà fait. Oui, mais justement, si j'achète du pain. Il faut être un fin consommateur. Non, écoutez, vous sentiez le besoin d'aller acheter de quoi peser le pain. Tout le monde mange du pain chez moi, mais moi, je suis le seul à ne pas aimer manger du pain comme les autres. Donc, moi, ça ne veut pas dire que si j'achète du pain pour mon enfant et que dans une certaine mesure, mon enfant, de toute façon, le débat n'est pas là. Non, était rassasié avec une baguette de pain. Aujourd'hui, ils vous en réclament. Ils en réclament deux. Il faut que j'aille peser le pain pour savoir si ce n'est pas les boulangers qui jouent avec moi, bien évidemment, qui jouent avec mes finances, dans une certaine mesure. De toute façon, là, ce sont les boulangers qui tirent la sonnette d'alarme. Le pain pourrait disparaître au Bénin. Oui, justement, la situation entre l'Ukraine et la Russie qui est sur tapis, qu'on évoque tout le temps dans tous les débats, et parlant du blé, bien évidemment, je crois que c'est normal que les boulangers aient des difficultés aujourd'hui. Et je crois que c'est nous-mêmes qui nous créons parfois des problèmes. Les gens ne sont pas d'accord avec moi. Il y a une boulangerie à Ouida qui fait le mariage, le pain avec du manioc, bien évidemment. Et dans d'autres, on a vu Burkina Faso, ce boulanger qui a fait l'expérience du pain avec, en tout cas du pain avec le maïs, bien évidemment. Et donc, nous avons des céréales disponibles qu'on peut commencer par utiliser pour expérimenter. Le pain ne faisait pas partie de nos mets au départ. Habitudes alimentaires, de nos habitudes alimentaires. Donc, c'est un truc qui a été importé à un moment donné. Nous l'avons adopté. Pourquoi est-ce qu'on veut s'attacher à ça? Ça, c'est peut-être les consommateurs. C'est vrai que quand les boulangeries n'auront pas de matière première pour faire du pain, c'est que elles seront obligées de fermer. Il y aura le chômage, bien évidemment, des gens qui vont perdre leur emploi, je suis d'accord. Mais pourquoi ils ne peuvent pas aller expérimenter le pain avec la farine de maïs ou bien de manioc, bien évidemment. Nous avons assez de domaines qu'on peut utiliser aujourd'hui pour produire du manioc, bien évidemment, et faire du pain, du manioc, pourquoi pas, si tant est que ces entreprises veulent vivre.
Donc, dans une certaine mesure, il faut chercher une situation de rechange automatiquement. Si vous ne vous adaptez pas à la situation et que vous pensez que le gouvernement va tout le temps subventionner, ce n'est pas pour autant parce que le gouvernement a tellement de priorités dans lesquelles il faut investir. Alors, j'ai entendu ce matin, avant d'arriver en plateau, le président, je pense, de l'association des boulangers hein, du littoral et de l'Atlantique, si je ne m'abuse, oui. Qui réagissait donc par rapport à cette actualité et qui faisait état, ok, il y a ce problème de blé rattaché donc à la matière première, mais il y a d'autres problèmes aussi dans la corporation, disons la chose ainsi, des problèmes liés notamment au droit, par exemple, de création, octroyé à certaines structures qui créent des boulangeries un peu partout, donc il y a une forte concurrence, il y a normalement, selon ces dires, une certaine distance réglementaire entre deux boulangeries, par exemple. Donc, je pense qu'il s'agit de 800 mètres, si je ne m'abuse, mais aujourd'hui, on a des boulangeries qui sont situées l'une à peine à 100 ou 200 mètres de l'autre. Oui. Donc, c'est autant de situations je crois qu'en la matière, c'est cette histoire, de non-respect de la distance ne date pas d'aujourd'hui. Il y a les conditions d'hygiène aussi. Enfin, il y a beaucoup de choses. Ne date pas d'aujourd'hui. Il faut aussi préciser qu'il y a des boulangeries qui vont fermer parce qu'il y a un contrôle permanent aujourd'hui. Donc, ceux qui mettent la bromate aujourd'hui sont obligés de fermer parce qu'il y a un contrôle permanent. Et il y a ces substances qu'ils mettent dans le pain, dans la farine de blé pour pouvoir avoir plus de bénéfices. Et donc, ceux-là, à un moment donné, face à la concurrence, en tout cas, et face au contrôle permanent, ne peuvent que fermer. Mais quand on finit de dire ça, oui, la question concernant la distance, ça ne date pas d'aujourd'hui. Mais je pense qu'au-delà de tout, évidemment, les gens me diront oui que ce n'est pas bien ce que je dis, mais en réalité, c'est quoi? Quand vous pouvez être côte à côte. Quand vous avez un bon produit, les gens viendront vers vous. C'est discutable. C'est discutable, d'accord. Oui. Mais toujours est-il que... parce que quand les deux ont un bon produit, à partir de cet instant, ça devient compliqué. Ah mais attention, les deux ne peuvent pas avoir les bons produits. C'est-à-dire qu'il y a toujours forcément quelqu'un... Il y a forcément quelqu'un qui aura... Il y a forcément quelqu'un qui fera mieux que quelqu'un d'autre. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont des boulangeries aujourd'hui et qui font mieux. D'accord? Avec des installations assez modernes. Je prends le cas de Calavis seulement. Bien sûr, il y a des boulangeries qui sont bien connues. Oui, voilà. Quand vous prenez l'As à Conville, comment vous appelez, Pavé-Kékou, il y avait des boulangeries. Vous pensez peut-être qu'en disant ça, vous aurez droit à une réduction, c'est ça, la prochaine fois que vous ferez non, pas pour autant. C'est-à-dire qu'il y avait des boulangeries dans la zone qui faisaient du pain. Malheureusement, d'autres personnes sont venues s'installer avec des instruments modernes et font le pain mieux que ceux qui étaient là. Du coup, ils vont perdre de la clientèle. Si en réalité les gens faisaient moins, en tout cas la qualité était moins que ce qu'ils faisaient, je suis sûr qu'ils n'allaient pas dénoncer. Donc, il ferait mieux aussi d'améliorer aussi les conditions de préparation du pain et d'améliorer. Puisque si je vais là et que je sais qu'il y a l'hygiène là et que je sais que chez vous là, je vois parfois la nuit, je passe par là, je vois des boulangers en culotte, torse nu. Je vous ai déjà raconté cette anecdote. J'ai vu une scène pareille. Mais le mien était pire en fait. Voilà. C'était pas torse nu. Non. C'était tout le corps. Oui, justement. Tout le corps, à 4 h du matin. J'en ai vu aussi. Autour, parce que souvent, parce que c'est pas aéré, donc ils sont obligés d'ouvrir les portes. Vous regardez la télé, quelqu'un est en train de mélanger la pâte qui est nu, tout nu, complètement. Vous le voyez, vous imaginez. Est-ce que vous pensez que comme ça, vous pouvez aller prendre ce pain après? Donc, il y a ces conditions-là qu'eux-mêmes doivent pouvoir arranger à leur niveau. Et là, quand ils vont le faire, je crois que la concurrence n'aura pas d'effet sur eux pour autant. En tout cas, pour le moment, selon les chiffres maintenant, il faut dire, matin libre, il y a 300 boulangeries qui ont fermé. Quand on dit ça, il faut que le gouvernement aussi crée des conditions favorables aux entreprises, bien évidemment, et essayer de les aider pour voir dans quelle mesure les accompagner. On a beau dire qu'il y a des boulangeries qui ne respectent pas les normes en la matière, oui, mais dans une certaine mesure, il faut un accompagnement de l'État aussi. Il faut accompagner justement déjà celles qui respectent les normes et après, on va dire, œuvrer au respect de la législation en la matière. Le matinal, Laurent Roland-Toninquès pour poursuivre, revalorisation des salaires, nouveau tête-à-tête, talon syndical le 6 décembre. Oui, je crois que certainement, on va espérer que la fumée blanche sorte le 6 décembre. C'est vrai qu'on a... S'il est vrai que dans le rang des syndicats, c'est... Enfin, il y a quelques mécontentements. Oui, mais il y aura des mécontentements parce qu'on a dit novembre. On a dit novembre, ça a été annoncé novembre. Et puis après, on a dit les syndicalistes, la plupart du temps, sont toujours mécontents. Mais ils seront toujours mécontents parce que tous les problèmes ne peuvent pas être réglés en un jour. Bien sûr. Il n'y a pas de gouvernement qui puisse régler tous les problèmes
des travailleurs en 5 ans ou en 10 ans, ce n'est pas évident. Donc, c'est normal qu'ils soient toujours mécontents. Et c'est leur rôle, en tout cas en tant que responsables syndicaux, d'être mécontents. D'être mécontents. Oui, d'être mécontents. Dans une certaine mesure. Oui, mais écoutez, ils font leur travail parce que ce qu'ils font, c'est pour la multitude, bien évidemment. Et donc, quand on finit ça, oui, on attend que la fumée blanche sorte du côté de la présidence de la République le 6 décembre prochain. On avait entendu qu'il fallait attendre le vote du budget, peut-être que, et sachant que, excusez, le chef de l'État sera face au député le 8 janvier. Déjà, voilà. Je crois peut-être qu'avant le 6 janvier, le budget... Ce sera dans une semaine, jour pour jour. Oui, je crois peut-être que d'ici quelques jours, avant le 6, le budget sera voté, et donc le chef de l'État aura... en tout cas tous les éléments disponibles pour dire, bon, écoutez, à partir de janvier 2023, vous aurez une augmentation de salaire. Oui. Le problème, comme peut-être de 30-40%. Voilà. Oui, mais écoutez, moi je dis, je suis formel là-dessus. C'est dans un pays de la sous-région, c'est 25%. Je ne suis pas oui, mais 25% dans un pays de la sous-région, il faut déjà voir le niveau du salaire à ce niveau d'abord. Et donc, pour ça, je parle de 40%. Par rapport au Bénin. Et donc, moi, je ne suis pas de la fonction publique, mais je plaide pour ces gens-là qui font un travail énorme pour le pays. Et je prends par exemple les enseignants, je prends les conducteurs de véhicules administratifs, je prends un certain nombre de personnes qui sont confrontées aux effets de la cherté de la vie. Et donc, il faut nécessairement augmenter les salaires. Et donc, il vaut mieux très vite annoncer la bonne nouvelle et très vite mettre ça en application parce que nous avons un carrefour important le 8 janvier. Le 8 janvier, donc tout ça, finalement, a des relents politiques selon vous? Mais écoutez, les travailleurs font partie des électeurs. Et si les travailleurs ne sont pas contents de votre système, vous pouvez le sentir, ils peuvent vous le faire sentir dans les urnes. Parce que c'est des Béninois comme nous autres, et qui voient comment est-ce que les salaires politiques augmentent dans une certaine mesure, et que leurs salaires peut-être sont stagnants depuis des années. Depuis 10 ans. Donc, il faut nécessairement agir au plus vite pour espérer avoir quelques sympathisants électeurs de ce côté-là. Il faut espérer aussi une répercussion sur le secteur privé. Le secteur privé, oui. Le patronat sera, aussi oui, mais écoutez, invité à la table. À ce niveau, il ne faut pas trop espérer parce qu'en réalité, quand vous allez trop demander augmentation de salaire, on peut vous virer pour insuffisance de résultats. Bien sûr. Peut trouver des raisons, des choses à redire. Surtout qu'aujourd'hui, c'est plus facile. Surtout qu'avec la loi sur l'embauche aujourd'hui, on peut, du jour au lendemain, trouver une raison pour vous remercier, sans même vous payer vos droits dans une certaine mesure. Et donc, je crois que les travailleurs du secteur privé feraient mieux de prier, d'espérer que Dieu touche les employeurs pour qu'ils aient une augmentation. Le cas échéant, s'ils ne sont pas contents, s'ils ont d'autres débouchés, qui déposent tout simplement établi. Oui, mais il faut préciser que dans la volonté du gouvernement en place de revaloriser les salaires, il y a aussi une pensée donc, pour le secteur privé. Autrement, le patronat ne serait pas associé à la chose. Donc, la volonté du chef de l'État, c'est que cette mesure puisse aussi... le chef de l'État ne peut pas faire... Le chef de l'État ne peut pas faire injonction au privé. Bien sûr, mais on va espérer. On va espérer. On vous a dit convention collective pour la presse béninoise. Dans combien de médias au Bénin c'est respecté? Et qui en parle? C'est un exemple simple. Le polémiste. Je ne suis pas polémiste. Le polémiste. Je suis pas polémiste. On a dit le SMIC a été à 37 500. Combien d'entreprises privées respectaient le SMIC? Il y en a qui payent même jusqu'à 20 000, 25 000. Donc, je crois que il vaut mieux prier que les employeurs soient touchés, que Dieu les touche, qu'ils aient la bonne volonté d'arranger la situation de leurs travailleurs. C'est tout simple, ce n'est pas une polémique. Oui, mais on ne peut pas s'en remettre quand on parle de revalorisation salariale, on ne peut pas s'en remettre qu'à ce que les patrons, en fait, veuillent tout simplement, ou soient touchés, comme vous le disiez, j'en perds mon latin, soient touchés, comme vous le disiez, par l'esprit simple pour le faire. On est dans une république et il y a des lois qui s'imposent à eux. L'entreprise qui vous paye, vous, par exemple, 100 000 francs. Et bien sûr, il faut préciser, on gagne bien au-delà du SMIC ici. Oui, non, pardon. Voilà. Je ne parle pas d'identité. Il ne faut pas mélanger les choses. Non. Nous, personne ne prend le SMIC ici. Voilà, on gagne bien au-delà. Même le SMIC, une nouvelle formule, personne ne le prend à identifier. Ça, je suis d'accord. Par contre, dans d'autres médias, il y en a. Bien sûr. Et qui ne sont même pas payés au SMIC. Mais ce que je veux dire, c'est-à-dire quoi? L'employeur qui vous paye un salaire a toujours des éléments pour justifier pourquoi il vous paye ce salaire. Bien sûr. Donc, c'est pour vous dire que quoi? L'employeur peut faire un chiffre d'affaires de 700 millions par an
et décide de vous payer 100 000 francs, vous qui lui rapportez Oui. 100 millions de francs par Oui. an. Mais Oui. il aura toujours des éléments pour justifier. C'est pourquoi je vous dis, il vaut mieux espérer, compter sur la providence divine. Ok, on compte sur la providence divine, mais on compte aussi sur la bonne volonté, la bonne foi. La bonne volonté, la bonne foi, et sur aussi l'action du gouvernement, dans une certaine mesure. Le gouvernement ne pourra rien faire, je continue de le dire. Le gouvernement va mettre en place un cadrage. Un canevas pour dire voilà. Maintenant, le chef d'entreprise, c'est lui qui décide de payer, vous payez à telle hauteur, tenant compte de ce qu'il veut, parce qu'il vous dira, il n'a toujours pas les moyens et vous ne pouvez pas justifier. Mais on peut le faire, on peut le faire. De toute façon, bonne chance à nous. Bien sûr. Bonne chance. On peut le faire. Bon, nous autres ne sommes pas pour autant dans ce bien cas, sûr, mais écoutez, trop de viande dans la sauce ne gâte pas la sauce. Allez, on va poursuivre. Parler de notre fait d'actualité très rapidement. Sacré Laurent Roland-Antonin Nikes. Polémiste un jour, polémiste toujours. Dynamisme Info, Laurent Roland-Antonin Nikes parle ce matin de la nécessité d'aller à l'interdiction d'une pratique, laquelle, celle qui consiste justement à la tenue d'activités politiques dans les milieux éducatifs, dont l'université d'Abomey-Calavi. Non, je crois que l'université est un grenier électoral, et donc par conséquent, il y a plusieurs sensibilités. Et donc, c'est d'ailleurs même le lieu idéal pour toucher certains jeunes, en tout cas, qui sont appelés à être des cadres de demain. Et donc, est-ce qu'on peut arriver à interdire les activités politiques? Je crois que ça rend service à toutes les sensibilités. En quoi est-ce que cela dérange? Que ce soit là, et bien évidemment, j'allais poser la question. Et parce que ce soit de la mouvance ou de l'opposition, eux tous, ils ont tout intérêt. La preuve, même, ils ont tout intérêt à aller voir les étudiants, bien sûr, à parler, à discuter. Ils le font tous. Et ça arrange même souvent le pouvoir en place parce que au travers du ministre de la ministre de l'Enseignement supérieur, on peut initier une activité et puis aller parler. Un ministre peut descendre sur le terrain pour aller parler avantage aux étudiants et profiter pour bien sûr, quelques mots. C'est un message politique. Et donc, quand on en arrive à dire qu'il faut interdire, je crois que c'est un risque. Parce que si on arrive à interdire, toujours est-il qu'en interdisant, c'est que ceux qui vont le plus faire les frais et subir la décision, c'est les opposants. Parce que le pouvoir en place aura toujours un moyen pour aller sur le terrain pour parler. Donc il vaut mieux ne pas aller sur le terrain. Je pense que la meilleure option, c'est de permettre aux gens d'aller parler aux étudiants. Parce que les étudiants ne sont plus dans leur communauté, ils ne sont plus dans leur village, dans leur ville, dans leur quartier, donc ils ne sont plus dans leur commune. Et ils sont tous, ils sont pour la plupart en cabine, ils sont dans les zones du campus, bien évidemment. Et c'est peut-être là qu'ils se retrouvent en masse. Et donc, ce n'est que là qu'on peut leur parler, bien évidemment. Et je me demande d'ailleurs si ce genre de mesure, par exemple, si elle était prise et appliquée, réjouirait les étudiants eux-mêmes. Et bien évidemment, parce que les activités politiques sont des activités justement jouissives pour les étudiants. Rémunératrices. Rémunératrices pour les étudiants. Et donc, ces activités... Il va falloir poser la question aux confrères, non, aux collègues peut-être de Parfait Boko ou à Parfait lui-même, peut-être. Oui, je crois que... Publication du quotidien Dynamisme Info. Je crois que de quoi il s'agit concrètement. Les étudiants ne sont pas d'accord avec lui parce que au détour d'une rencontre avec les étudiants, il y a toujours quelque chose avec une canette qui traîne quelque part. Bien sûr. Et on sait combien ça rend service aux étudiants. Absolument. Et puis ça participe à l'animation de la vie au sein de l'université. C'est vrai qu'il vaut mieux, je suis peut-être d'accord qu'il faut encadrer. D'ailleurs, la plupart de ceux qu'on a aujourd'hui dans l'arène politique béninoise ont fait leurs premières armes en politique. Et bien évidemment. Et puis, beaucoup de jeunes qui servent Patrice Talon aujourd'hui, on ne brille pas là. Je peux citer pêle-mêle Arnaud Akapo qui a été à la tête de l'UNEB, si je ne me trompe. Donc, il y en a plein qui servent le pouvoir en place aujourd'hui. Les Smith Avrandinou qui ont fait la FADESP, qui étaient tout feu, tout flamme à l'université, on les connaît. Donc aujourd'hui, pourquoi est-ce que c'est aujourd'hui qu'il faut interdire ça? Il vaut mieux continuer à laisser les choses. Il faut peut-être encadrer pour qu'il y ait de la sécurité, qu'il n'y ait pas de casse, d'accord? Mais je crois que aller faire des activités politiques à l'université, aller parler aux étudiants, aller rencontrer les étudiants, ce n'est pas mauvais en soi. Juste qu'il faut chercher à éviter le pire. D'accord. On passe pas dans un très court instant, Laurent Roland-Antonin Nikes, mais avant, un mot de politique très rapidement, avec Dabarou,
qui propose législative du 8 janvier 2023 au Bénin. Que vaudront les partis de la mouvance face à une opposition assoiffée de pouvoir? L'opposition est assoiffée de pouvoir Oui. ne veut pas dire que les Béninois sont tous, en tout cas ceux qui sont les indécis et ceux qui ont fait abstention de 2019 Ils vont tous voter pour l'opposition. Ils vont tous voter pour l'opposition. Donc attention à cette erreur qui est faite depuis quelques jours où on monte des sondages où l'opposition n'est pas favori, où on montre que l'opposition va tout rafler. Attention, attention aux Béninois, il peut surprendre à tout moment. Donc, être assoiffé de pouvoir ne veut pas dire nécessairement qu'on a le pouvoir. Avoir les armes. Vous et moi, peut-être qu'un jour, parfois, quand on dort, nous nous couchons dans notre lit, on a envie d'être député, mais ça n'arrive pas comme ça. Il faut un processus. Moi, je rêve de la présidence. Vous rêvez de la présidence, bien évidemment. Et donc, je crois que Patrice Talon a un challenger de taille. Bien sûr. Qui peut commencer par... De très grande taille, d'ailleurs. Qui doit commencer par voir de ce côté-là. Il faut trouver les moyens pour vous affaiblir parce qu'on ne sait pas sur quoi vous comptez là. Le président Talon ne fonctionne pas ainsi. Mais de toute façon, le président Talon ne fonctionne pas je ainsi. serai le premier à chercher les moyens pour vous affaiblir parce que là, attention. Il ne s'agit pas pour lui, eh bien, d'anéantir ses adversaires. Non. J'ai jamais dit ça. Il faut aller à la compétition. Il faut laisser l'adversaire venir justement sur le terrain et laisser le match se faire. Et laisser les populations en décider. Nous avons fait la compétition en 2019 et en 2020. Bien sûr, et on va encore la faire. En 2021, on a fait la compétition aussi. En 2023, on va la faire. Fort heureusement, en 2023, il y aura Merci à vous, Laurent Roland Tonneikes.